Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi 31 mai. La suite des auditions dans l'affaire des paris présumés frauduleux sur le match de hand Cesson-Montpellier. Michael Guigou et William Acambray étaient convoqués comme témoins. Michael Robin et son ex-compagne sont ressortis de leur garde à vue. Ils devront s'expliquer devant le juge. Et puis les lauréats de la deuxième édition d'Alès Audace ont été désignés hier soir. Il s'agit d'un concours qui promeut des entreprises portant des projets innovants. À la clé, 80 000 € à se partager, un véritable tremplin économique. Enfin, nous reviendrons sur la saison des footballeurs du MHSC. Une année agitée, loin du niveau qui leur a permis d'être champion de France l'an dernier. Mais on commence par une suspicion de légionellose au collège du Capuchinet à Nîmes. La personne concernée est un agent d'entretien du Conseil général du Gard qui travaillait dans les cuisines depuis fin avril. La présence en quantité anormale de légionelle avait été décelée lors du contrôle annuel dans un réseau d'eau indépendant des autres réseaux du collège. Selon le Conseil général du Gard, les enfants et les enseignants ne couraient aucun danger. Des mesures ont été prises, dont le service de repas sec, l'utilisation de vaisselle jetable et l'interdiction de consommer de l'eau chaude. Écoutez. Les élèves n'ont pas accès à ce réseau d'eau chaude, ils ont accès à un réseau d'eau froide. Or, on n'attrape pas la légionelle parce qu'on boit de l'eau froide ou par contact. On l'attrape parce qu'on respire des gouttelettes d'eau qui sont émises souvent dans des buées, effectivement, qui vont être générées par des points où se dégage de fortes chaleurs. Par contre, ce qui va être mis rapidement en place, c'est des moyens pour protéger effectivement le personnel qui est en contact avec ce réseau-là, pour que même si on ne l'éradique pas rapidement, en tout cas, on lui met à disposition des moyens, on va lui mettre à disposition des moyens de protection pour qu'il ne soit pas contaminé. Le but étant effectivement, au final, de trouver la cause et le bon traitement pour l'éradiquer. La machine judiciaire s'est donc réactivée sur l'affaire qui empoisonne le hand et en particulier le MHB depuis le début de la saison. Après 6 nouvelles gardes à vue hier à Paris et à Montpellier, Michael Robin et son ex-compagne sont convoqués devant le juge d'ici 15 jours. Guigou et Acambray ont été entendus ce matin en qualité de témoins. Résumé de cette nouvelle journée judiciaire, Mouad El Yakabi. Lors de son audition, les questions posées par les enquêteurs à Michael Robin portent sur 2 sujets. Le premier, relatif à la reconstitution de messages téléphoniques entre le gardien du MHB et son ancienne compagne. Celle-ci l'interpelle sur l'existence de ces paris. Lui-même était au courant. Sa position, c'est de dire « j'avais entendu ». Qu'il y aurait des paris sur ce match. Mais comme je suis quelqu'un, je suis pas joueur, ça m'intéresse pas. C'est vrai que j'ai fait un peu la politique de l'autruche. J'ai pas voulu savoir. J'ai pas cherché à en savoir plus. Mais j'avais entendu parler, oui, de paris sur ce match. Ça, il l'a dit aux enquêteurs. L'autre volet de l'interrogatoire s'appuie sur les conclusions du rapport de l'expert qui, après analyse des images du match incriminé, reproche à certains joueurs d'avoir évolué en deçà de leur niveau. Une accusation balayée par la défense du handballeur. Il revenait de blessure et puis il a donné également des explications techniques quant aux arrêts qu'il a fait, qui sont contestés. Donc le rapport d'expertise, je considère que ça ne vaut rien. C'est un rapport, je vais employer un terme qui est un peu cru, un rapport bidon. Pour moi, il ne risque rien dans la mesure où je considère qu'ils ne rapporteront jamais la preuve. D'abord parce que c'est pas la réalité, et ensuite parce que le dossier ne le démontre pas, qu'il a parié sur un match et qu'il aurait fait exprès de rater des arrêts ou de laisser passer des buts en première mi-temps. Le rapport de l'expert, justement, cristallise toutes les critiques entendues pendant toute la matinée en tant que témoin. William Acambray s'en est pris vivement au travail de Pierre Salé, l'expert nommé par le juge d'instruction Thomas Mendel. Je lui ai dit, écoutez, essayez de faire toute une saison en entier, essayez d'être bon à chaque match. Moi, je pense que c'est un monsieur qui s'emballe un peu vite quand même, parce que lorsqu'on prétend que certains joueurs ont mal joué, il faut quand même avoir certaines preuves, et je pense que moi, en tout cas, dans mon cas, prétendre que j'ai mal joué, comme j'ai dit, je trouve vraiment que c'est une insulte envers moi et envers ma famille. Car... Auditionné lui aussi comme témoin, Michael Guigou, seul épargné par le rapport, n'a pas souhaité faire de commentaires. Michael Robin et sa compagne, eux, n'en ont pas fini avec cette affaire. Ils sont convoqués le 12 juin prochain au bureau du juge d'instruction, sans doute pour une mise en examen. Les lauréats de la deuxième édition d'Alès Audace ont été désignés hier soir. Il s'agit d'un concours qui promeut des entreprises portant des projets innovants. À la clé, quelques 80 000 € à se partager, un véritable tremplin économique particulièrement utile en période de crise. Reportage avec les lauréats, Alain Belon.
La deuxième édition d'Alès Audace a eu un franc succès avec un peu plus de 200 projets reçus à Alès Agglomération. Une première présélection en avait retenu 35, mais 12 dossiers ont été primés. D'abord, on a une variété complète qui va de la culture intellectuelle à la culture école. On l'a vu par le président de la Chambre d'agriculture. On l'a vu par l'école des mines avec les produits innovants. On le voit pour l'industrie avec Cabana. Je crois qu'on a réussi à avoir une palette sur ce territoire de micro-entreprises sur des nouveautés innovantes qui vont nous permettre effectivement de continuer à enrichir le tissu que nous avons industriel sur Alès. La particularité de cette deuxième édition est le premier prix. Il a été partagé par 2 entreprises innovantes. L'une est dans le domaine technologique et l'autre dans l'agriculture. Ce prix va apporter 2 facteurs. Le premier, ce sera bien sûr le montant financier qui va nous permettre de mettre en place le pilote de production. Et le deuxième, c'est on a travaillé pendant 2 ans dans l'ombre à tester des modules, à tester en circuit réel dans pas mal de domaines d'application. Et aujourd'hui, ça nous permet d'asseoir notre notoriété sur notre produit. Soutien énorme, c'est vrai qu'on va lancer la ferme au mois de juillet, donc on a besoin évidemment de ces montants pour nous installer, pour installer la ferme. C'est de la confiance aussi, c'est de la confiance qu'on nous donne, et ça c'est important pour se lancer dans les projets agricoles, dans un projet audacieux comme ça. Et là, pour moi, c'est les acteurs du territoire qui nous disent allez-y, vous êtes encouragés, vous pouvez y aller, ayez confiance en votre projet. Et voilà, on va pouvoir utiliser cela pour créer notre ferme. Sur les 230 dossiers reçus, 80% étaient gardois. Les 20% restants venaient de différents départements, comme l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, mais aussi le département des Yvelines, donnant à ce concours une envergure nationale. Depuis le 1er mars, la lutte contre l'illettrisme est reconnue grande cause nationale. Selon l'INSEE, 7% des 18-65 ans sont concernés. Une lutte dans laquelle s'engage la Fondation du Crédit Mutuel. Hier, dans le Gard, lors de l'Assemblée Générale, les 7200 sociétaires étaient invités à venir avec un livre. Le fruit de cette collecte, qui va durer 1 an, sera ensuite redistribué au Secours populaire gardois. Écoutez. Le Crédit Mutuel a une fondation, la Fondation pour la lecture contre l'illettrisme. Cette fondation a été créée en fait pour accompagner toutes les personnes qui sont en difficulté et qui sont quelque part en rupture sociale pour des causes d'illettrisme. Et nous nous sommes associés, donc les caisses de Crédit Mutuel de Nîmes se sont associées à cette idée en demandant à chaque sociétaire de participer à son niveau en amenant un livre. Alors ces livres, nous avons une livrothèque où les gens du Secours populaire peuvent acheter pour des sommes très modiques des livres, mais nous faisons aussi du soutien scolaire et tous les mercredis après-midi, nous offrons aux enfants un atelier lecture où ils peuvent venir découvrir les livres, toucher les livres, et entendre des contes. Ce n'est pas parce qu'on est en rupture sociale ou familiale et qu'on est dans la précarité, pour ne pas dire dans la pauvreté, qu'on ne peut pas avoir accès à la culture. Voilà, après l'illettrisme, un préfet à l'école et plus précisément au collège, le préfet de l'Hérault a voulu se rendre compte sur le terrain cet après-midi des actions mises en œuvre pour améliorer la réussite scolaire dans un quartier en grande difficulté économique, La Paillade à Montpellier. Une mission d'information mais aussi de communication. Morgane Jacob et Vincent Prieur ont suivi la visite. Pour cette visite exceptionnelle, les collégiens auront tout prévu. Discours, photos et témoignages. L'objectif, partager leur expérience dans ce collège et dans leur quartier. Très personnellement, moi ça me fait plaisir parce que voilà, si je viens ici pour savoir ce que nous pense notre collège, tout ça. Ça fait du bien parce que c'est génial au moins parce que j'ai jamais eu ça. C'est génial parce que y en a dans d'autres collèges qui font pas ça en fait. Qui font pas des choses avec le préfet et tout. Un honneur pour les collégiens et une manière de leur rappeler l'importance des études, car dans ce collège de plus de 500 élèves, seuls 35% des effectifs optent chaque année pour une seconde généraliste. Les enseignants ne sont pas en reste. Cette visite, c'est aussi une reconnaissance de leur action auprès des élèves. Pour les enseignants, c'est aussi un honneur. C'est une reconnaissance du travail, de leur implication extrêmement importante. Je disais tout à l'heure qu'il y avait énormément d'implication. C'est presque du dévouement de travailler ici parce que ça demande une énergie incroyable et c'est une récompense pour les personnels que de recevoir le préfet, bien sûr.
Une récompense, mais aussi une vitrine, une occasion de présenter les innovations amorcées par le corps enseignant. Quelques exemples, une évolution des rythmes scolaires, l'expérience d'une classe artistique, le projet d'une classe interdegré entre le CM2 et la 6e ou encore un jardin pédagogique. Je ne m'attendais pas à trouver une telle diversité dans les initiatives, les innovations qui sont conduites par le principal et son équipe. Cette préparation de l'insertion, de l'intégration dans notre société, cet apprentissage de notre culture commune et de notre vivre ensemble, c'est sans doute ce qui se fait de plus important par les pouvoirs publics dans un quartier comme celui de la Mosson. Une visite positive pour tous avec de belles surprises pour le préfet et une tribune pour les collégiens. Et on reste dans ce quartier avec l'état de la pelouse du stade de la Mosson qui a beaucoup fait parler d'elle pendant une partie de la saison. Le champ de patates vient de faire place à un gazon tout neuf d'un vert éclatant. La pelouse avait été particulièrement éprouvée par les mauvaises conditions climatiques. L'entraîneur René Girard avait plusieurs fois dénoncé le danger que cela représentait pour les joueurs. La nouvelle pelouse du stade de la Mosson aura coûté 120 000 €. Écoutez. La pelouse ne fait pas tout, mais il est clair que jouer dans de très très bonnes conditions, dans une superbe belle pelouse, dans un billard comme disent les joueurs de football, c'est des conditions importantes. Ça fait pas tout, ça fait pas les joueurs, mais il est clair que pour pouvoir contrôler un ballon, pour la circulation du jeu, pour les frappes, pour l'engagement aussi, ne pas avoir peur de se faire mal, c'est important d'avoir une pelouse en très très belle qualité. Voilà, et puis la saison du MHSC a été, elle aussi, éprouvante. Entre tensions extrasportives et baisse de régime des footballeurs, les champions de France en titre ont eu bien du mal à confirmer leur niveau. Ils terminent leur saison de Ligue 1 en 9e position. Retour sur une année contrastée. Regardez. Triste comme un lendemain de fête. Voilà comment résumer en quelques mots la saison montpelliéraine qui vient de s'achever. Saison qui aurait dû être celle de la confirmation après le titre de champion. Mais les joueurs n'ont su rééditer leurs performances passées. Bien que meilleur buteur du club cette saison avec 10 réalisations, Younes Belhanda en est l'exemple le plus frappant. Orphelin d'Olivier Giroud, le métronome marocain n'a pas vraiment eu les mêmes affinités avec Emmanuel Herrera, son remplaçant. Un attaquant argentin qui n'a trouvé les filets qu'à 6 reprises cette saison. Résultat, ce dernier fait partie de la pire équipe du championnat selon le quotidien L'Équipe. Il est accompagné par Daniel Congré, lui aussi arrivé à l'été 2012. Un double flop pour le moins symbolique d'un recrutement raté. Poussif en championnat et notamment à l'extérieur avec une peu reluisante 17e place. Montpellier a par ailleurs ramé en Ligue des Champions. Le costume était bien trop grand pour une formation qui a fini dernière de son groupe avec 2 nuls pour 4 défaites. Il y a quand même eu au moins une satisfaction cette saison et elle se nomme Rémi Cabella. Ce pur produit de la paillade a brillé de mille feux tout au long de l'année avec 7 buts et 6 passes décisives. L'espoir 2012 s'est transformé en valeur sûre 2013. Du coup, on ne sait pas encore si Rémi Cabella sera là l'an prochain. Ce qu'on sait en revanche, c'est que René Girard, lui, n'y sera plus. Il est remplacé par Jean Fernandez, un entraîneur qui reste sur 2 expériences mitigées à Auxerre et Nancy. Pas sûr que ce soit vraiment de nature à rassurer les supporters montpelliérains. À Nîmes, c'est parti pour les journées méditerranéennes des saveurs. Tout le week-end, les produits du terroir gardois seront mis à l'honneur. L'occasion de découvrir le monde agricole en montant sur un tracteur dans une moissonneuse-batteuse ou par des rencontres insolites comme avec le berger Paul da Silva et son chien Bandit qui sait compter. Quand les journées sont longues dans les bergeries, donc on apprend aussi au chien à compter. Un petit exemple? Pour Bandit, viens. 3. 2, 1, 0. Il sait faire aussi les additions. Il sait aussi additionner, oui. Bandit, 4 plus 4. Ça, c'est le hasard. On le refait? On peut le refaire. Bandit, 3 plus 2. Voilà, et on remercie Olivier Michel pour ce superbe reportage. C'est la fin de ce journal. N'oubliez pas, le 22 minuit, ce soir, toute l'actu locale, nationale et internationale présentée par Julien Desvages. Pour votre actu locale, vous retrouvez Marlène Mec lundi dès 12h30. Passez un excellent week-end sur TV Sud.